Bonjour et bienvenue dans 101%. Donc aujourd'hui, c'est comme tous les vendredis, c'est n'importe qui. À ma droite, donc on a le docteur Lacave. À ma gauche, notre mauvais joueur préféré, Thierry. Et donc moi, vous ne me connaissez pas très bien puisque je passe pas souvent l'antenne. Donc moi, c'est Pierre-Alexandre. Je suis là depuis à peu près le début, donc voilà. Et donc tout de suite, on va commencer directement avec le sommaire. Donc on aura une critique de jeu sur Chrono Trigger. Ensuite, on aura Pixa sur un jeu Naruto sur Wii. Et puis les sorties animées. Mais tout de suite, les news de Pierre-Alexandre, bien sûr. Le moment est venu de vous en dire plus sur les mystérieux titres Mega Drive passés en revue cette semaine. C'est en effet aujourd'hui que sort Mega Drive Ultimate Collection, qui vient fêter les 20 ans de la console Sega 16 bits. On souhaitait donc marquer le coup en l'honneur de cette console qui a marqué son temps. Cette compilation, qui sort sur Xbox 360 et PlayStation 3, réunit donc une quarantaine de classiques de la Mega Drive. Des titres tels que Altered Beast, Streets of Rage, Bonanza Bros ou encore l'intégrale des Sonic 16 bits. Il est possible de les découvrir ou de les redécouvrir avec des graphismes retravaillés, une option que les puristes fans de gros pixels s'empresseront de désactiver. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs grands succès arcade sont également disponibles, comme Space Harrier, Fantasy Zone ou encore Altered Beast. On regrettera du coup le manque de jeux Mega CD ou encore 32X, qui sont encore inconnus pour la plupart des joueurs et qu'il aurait été plus logique de trouver ici. Le joueur assidu pourra même débloquer un bon nombre de bonus, tels que des interviews de créateurs ou encore des secrets de production, à faire pâlir le Hidden Palace. Les fans de jeux rétro comme les petits genoux ayant soif de culture vidéo ludique s'en donneront donc à cœur joie avec cette compile vendue un peu moins de 50 €. C'était l'anniversaire du site Gameblog.fr il y a quelques jours. Invité par ses fondateurs, No Life était présent ainsi qu'une vingtaine de vieux journalistes issus de la presse papier, internet et télé pour réaliser un podcast fort sympathique et répondre aux questions des internautes. C'est les 2 ans de Gameblog et sinon il y a aussi des gens qui jouent à Street Fighter 4. Je suis en train de me faire latter là. c'était mauvais là. La croix, c'est nul à chier. Il joue Caustic Arcade, c'est son excuse. C'est tout. Jamais joué. Il y a 25 invités, 4 micros. Non, mais c'est un podcast de gameblog.fr, peut-être, c'est ça? C'est un très bon site de jeux vidéo. Il y a 25 personnes dans ces quelques mètres carrés et ça représente, on a compté, plus de quasiment 250 ans d'expérience de la presse jeux vidéo en France. Je crois que ça va être le bordel, surtout si tu veux tout savoir. C'est bien parti pour, ça s'entend. Ça se calme, attention. Il y a HL, il y a Bertrand Hamar, il y a Marcus, il y a Traz, il y a tout le monde, quoi. Ça fait plaisir et on est super content ici à gameblog.fr de pouvoir l'offrir à tout le monde. Voilà. C'est les 2 ans de Gameblog, donc je suis venu tout simplement. Limite, en fait, ce soir, on m'a proposé un harem complet et je me dis que j'ai peut-être mon choix ce soir. Il y a plus de trentenaires que de mecs de 18 ans quand même. Ah, c'est ça, t'es d'accord ou pas? C'est les 2 ans et il y a plein de gens que j'ai pas vu depuis longtemps qui sont là, c'est fabuleux. Ça fait quand même bizarre de dire que le jeu vidéo est à la fois jeune, mais en même temps il est aussi dans sa pleine maturité, je pense. Et donc aujourd'hui c'est intéressant puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des vrais discours et des vrais divergences dans le discours qu'il y a lié aux jeux vidéo. Et donc du coup Gameblog fait partie des sites intéressants dans ce domaine-là, avec justement quelque chose de plus dynamique dans leur façon d'approcher le jeu. Et c'est intéressant, un peu rentre dedans dans le style. Il y a la fine fleur de tout l'univers du jeu vidéo. Pas pour moi, je suis une vieille fleur fanée, mais voilà, plein de jeunes, de vieux. On est les 2 plus vieux avec Alain Hugues Lacour. Je suis venu parce que j'ai vu de la lumière, non, parce qu'on m'a invité en fait. Donc j'ai cru comprendre qu'on invitait quelques vieillards qui ont un lourd passé, ce qui est mon cas. Et ben ouais, j'avais commencé à Tilt, moi, ça nous rajeunit pas, en 87. Donc, voilà, oui, donc j'en ai vu pas mal passer. Alors là il y a un truc qui est génial, je vais pouvoir dire un truc qu'on entend dans tous les making-of de DVD, machin, c'est voilà, c'est cet homme qui m'a tout appris. Et c'est vrai. Voilà, et on va parler jeux vidéo, donc c'est bien sympa. J'ai vu quelqu'un sur un forum qui disait il faut absolument faire la photo genre salut les copains où il y avait Dick Rivers, Joe Dassin, Eddie Mitchell et tout. Alors je suis venu avec la coupe d'Eddie Mitchell et la tête de Joe Dassin. On ira. Ça va, ouais, tu vas. Matt Murdock, Player One. Tu fais le bonjour. Oui. Bonjour et bienvenue sur gameblog.fr.
J'exagère un peu la voix ou pas? Ah oui, oui, oui. Je vois un dinosaure du jeu vidéo Marcus, je vois un vélociraptor du jeu vidéo AHL, je vois un gitan, on m'a dit tout à l'heure, je vois un fils des âges farouches. Bref, près de 250 ans d'expérience du jeu vidéo pour vous. Enjoy, c'est du vécu. Magnifique, je crois qu'on peut l'applaudir, c'était Fletty, la voix la plus célèbre de toute vidéo. C'est 7,5 millions de visites, c'est plus... Attention, Caroline, balance. On va reprendre cher. Si, il y en a qu'une. Ah, ici. J'ai eu est-ce que tu voudrais pas qu'on essaie de se faire... Alors, regarde, est-ce que tu pourrais nous voir prendre les parents? Des t-shirts pour le... Leur secret par SMS dessus. D'un côté passionné au grand public. Mais à la différence non mais les vidéos on tente. Non mais il y a les chaînes qui diffusent des émissions musicales. Voilà, Buzz sur W9 ou la raclée sur NRJ12, c'est pareil. Le problème, de toute façon Bertrand s'en charge très bien en ce moment. Casser cette image de trucs violents, stupides, idiots. C'est dans le jeu vidéo. Tu t'éclates dans un truc, et ça c'est l'honnêteté, c'est le fait d'être dedans. Et ça c'est ça que je trouve le plus important, et je trouve ça fantastique. Il y a des générations et des générations qui se passionnent notamment pour le jeu vidéo. J'ai d'autres passions dans la vie, hein, soyons clairs. Mais vraiment, le jeu vidéo c'est un grand truc. Merci vraiment Alain. Parlez plus. Franchement ça me rend ça me frustre de vous faire parler de Voilà, nous ce qu'on veut c'est transmettre quelque chose, c'est montrer que le jeu vidéo on peut s'amuser, on peut raconter autre chose, que Wii Fit c'est chouette, que Final Fantasy il y a des trucs incroyables, que Ico c'est cosmique, voilà, il y en a pour tout le monde, et nous on n'est pas sectaires, on veut tendre la main à tout le monde, voilà. Voilà, regarde, c'est en train de se copier ici. Et quand c'est en train de se copier ici, c'est que c'est fait. On a fini de travailler. Voilà, ça c'est bon. On va le backup à peu près 12 fois. Franchement, Gameblog, je sais pas combien de temps ça durera. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui ça a 2 ans et qu'on a réussi à réunir 25 personnes qui sont des piliers de la presse de jeux vidéo en France, qui ont fait que ça m'a passionné, que ça a passé, je le sais, des milliers de personnes. Et vous, Cardeno Knife, forcément, vous avez lu des choses qui ont été écrites par tous ces gens-là. Ça me fait kiffer. Et je me dis qu'on est encore au tout début du jeu vidéo, ça a 35 ans, 40 ans le jeu vidéo. C'est rien du tout, le cinéma ça a un siècle, etc. On est au début et pourtant c'est déjà énorme. Donc on va gagner. Le jeu vidéo a déjà gagné mais il ne le sait pas encore, c'est tout. Donc on vient de voir les news. Petite précision concernant le reportage consacré au petit podcast Gameblog. Vous pouvez le retrouver sur le site gameblog.fr et c'était des images tournées par Alex. Donc là on va enchaîner en fait avec des petites news supplémentaires. Parce que Pierre-Alexandre il n'a pas trop fait son taf sur ce coup-là. Tiens. Et donc du coup on va parler déjà de la DSi. On vient d'apprendre que la DSi sortira le 5 avril aux États-Unis, donc dans 2 coloris. Donc au Japon elle était sortie en noir et en blanc. Et là en fait aux États-Unis elle va sortir en noir et en bleu ciel. Et donc logiquement on peut supposer, je crois que l'annonce devait être faite aujourd'hui même. Donc au moment où vous verrez ce 101%, vous saurez quand est-ce que sort la DSi en France. On suppose début avril, peut-être autour du 5 avril également, à voir. Pour les coloris, on ne sait pas. Vu qu'il y a Pokémon qui sort vers mai, après, enfin... Ouais, ça semble bien collé quand même. Ouais, je pense qu'ils vont faire un truc... Et c'est une journée un peu particulière aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est une grosse journée en sortie de jeu. Ouais. Alors, on a donc Sega Mega Drive Collection, si vous avez vu les news. On a ensuite Ultimate Band, qui est un bon petit, Guitar Hero-like sur la Wii, qui n'a pas besoin d'accessoires. Donc LEDs aussi, qui revient cette fois-ci en RPG, qui avance d'un FPS et tout, c'est vraiment pas mal. Il attend, j'attends que tu dises le jeu. Il y a aussi Disgaea 3. Disgaea 3, alors ça c'est pour les gros fans otaku, je pense qu'il y en a plein qui connaissent déjà, on va pas expliquer, c'est un tactical RPG de Nipponichi. Le jeu est traduit en français, enfin les textes sont traduits en français, on peut choisir les voix japonaises, oula si je ne peux pas parler français. Et le top du top... Dragon quelque chose Dragon Quest, la fiancée céleste, alors ça Dragon Quest 5, c'est le 5e épisode. Et à partir de maintenant, j'ai plus de vie. Voilà. Donc pas de Hidden Palace pendant 3 mois. Voilà, c'est Dragon Quest 5 à fond.
Et donc c'est aujourd'hui que sort évidemment grosse sortie. On vous prépare une petite. On n'a pas eu le temps évidemment de faire la critique. On va faire une vraie critique développée. On va peut-être faire une sorte de une petite soirée thématique là-dessus. Street 4 est dispo aujourd'hui. Et il y a autre chose qui est sorti en même temps. Alors un Super Stick Arcade. Un Super Stick Arcade, on vous le montre comme ça en exclu. Non, en fait ça c'est une manette. C'est la petite manette. C'est une manette spéciale pour ceux qui aiment bien jouer avec 6 boutons, puisque la configuration Capcom c'est 2 x 3 boutons. Et hop. Et voilà, alors là, c'est je fais Annie Pujol. Attention, le micro. Magnifique. Et voilà. Donc pour les puristes, ceux qui veulent retrouver les sensations de l'arcade. C'est le pad PS3 celui-là. Ça, c'est le PS3, il existe aussi sur Xbox. Donc voilà. Donc on ne l'a pas encore testé, on vous en reparlera plus longuement de toute façon. Et il est dispo en même temps que le jeu. On ne sait pas encore s'il y aura un bundle, mais je pense qu'il devrait y avoir un bundle de prévu. Il y a des choses prévues. Voilà. Sinon, il y a toujours le coffret collector aussi pour les gros fans avec un DVD dedans. Et on va faire une petite trahison là, à la rubrique téléchargeable qui est maintenant passée au lundi. Et en fait, on a une petite vidéo à vous présenter, c'est celle de Nobi Dobi Boy, qui est un jeu développé par Takahashi Keita. Et donc aussi, moi je voulais dire, parce que c'est peut-être passé inaperçu, mais on était les premiers à passer la première vidéo de Nobi Nobi Boy sur tous les médias. Et c'est passé inaperçu, et là on se la raconte, genre ouais, on passe une vidéo, mais c'est quand même dans les rubriques du lundi téléchargeable qu'on les a passées. Et c'est totalement dans la thématique de No Life. Bon, vous allez voir le style absolument génial du jeu. Il est dispo également depuis hier en fait sur le PSN, et c'est un jeu développé par le créateur de Katamari Damacy. Donc ici à No Life, on est ultra fan. Et qui est vraiment pas cher d'ailleurs. Et qui est pas cher. Non. On n'a pas le droit de dire le prix, mais il est très très pas cher. On mate la vidéo tout de suite. Eh ben on regarde ça tout de suite. On va maintenant voir une critique un peu particulière. Le jeu est sorti le 6 février, on en a déjà parlé à l'antenne dans l'émission de Mehdi XP, mais on n'a pas pu résister au plaisir de vous montrer davantage d'images et d'en parler peut-être de façon un peu différente. C'est Chrono Trigger qui vient de sortir sur DS. C'est la première fois que le jeu est disponible en France. Il était sorti uniquement aux États-Unis et au Japon, que ce soit sur Super Nintendo ou PlayStation. Et c'est un jeu un peu particulier. Moi, je l'avais fait quand j'étais encore ado, avec ma frangine, etc. C'est un jeu qui m'a vachement marqué. Donc il y en a
il y en a quand même pas mal des jeux marquants, mais celui-là était très très particulier, puisque moi j'étais davantage à l'époque un joueur Amiga, Atari ST, et la Super Nintendo, en fait, je suis arrivé assez tardivement, en fait, en fin de vie de la console. J'étais vraiment plus ordi. Et Chrono Trigger, c'était un choc. C'est vraiment le jeu qui m'a amené ensuite au RPG japonais. Et donc j'ai essayé, avec cette critique, justement, de resituer un petit peu le jeu, son contexte, et les raisons pour lesquelles il était aussi marquant. Et donc on a fait aussi des petits trucs un peu spécifiques dans la critique. Donc vous verrez, j'espère que ça va vous plaire. Chrono Trigger tout de suite. Lui, il n'arrête pas de s'amarrer. Il fait le con, l'autre. Il vient de sortir sur DS. Classique absolu développé par Squaresoft et sorti en 1995 sur Super Famicom, alors que l'éditeur japonais concurrençait encore Enix et sa série culte Dragon Quest, Chrono Trigger a marqué toute une génération. Sorti en fin de vie de la 16-bit Nintendo, qui devait rapidement céder le pas à la Sega Saturn et à la Sony PlayStation, lancée en 1994 au Japon et en 1995 dans le reste du monde, ce RPG n'est sorti à l'époque qu'au Japon et aux US. Sans console import, les joueurs français devaient donc être équipés d'un adaptateur cartouche AD29, pour ne citer que le plus connu, qui permettait de lancer des jeux Jap et US sur sa Super Nintendo via l'adjonction d'un jeu PAL. Et là, c'était le bonheur. Pour beaucoup, Chrono Trigger a été le déclic RPG sur console. Il existait en effet une vraie différence de style entre les RPG console et PC. Mais pour jouer à Ultima 8, sorti quelques mois avant Chrono, il fallait tout simplement investir dans une nouvelle machine. Du coup, de nombreux joueurs PC ont switché sur console en regrettant la belle époque où un Dungeon Master sur Amiga ou ST ne nécessitait pas d'investir dans une nouvelle carte mère pour y jouer dans de bonnes conditions. Chrono Trigger est un jeu atypique à plus d'un titre. On peut quelque part le considérer comme l'enfant illégitime des séries Final Fantasy et Dragon Quest. Car comme nous l'avions précisé dans son avant-première, ce titre possède la particularité d'avoir réuni Sakaguchi Hironobu et Hori Yuji, respectivement créateurs des sagas FF et Dracway. Si l'on ajoute à ces deux noms celui de Toriyama Akira, le character designer attitré de Dragon Quest, et celui de Uematsu Nobuo, le compositeur des musiques de la plupart des Final Fantasy, vous comprendrez que Chrono Trigger possède une aura particulière. Ce jeu constitue en lui-même une réponse à la sempiternelle question « Le jeu vidéo est-il un art ?» Bah oui, évidemment. Il est stupéfiant de voir à quel point Chrono Trigger a marqué les consciences. Sa musique, ses personnages, l'incroyable magie de ses graphismes 2D, son scénario se jouant du temps, sa générosité. Ce jeu a su frapper des milliers de joueurs adolescents en plein cœur. Et si certains d'entre eux jouent toujours aujourd'hui et consomment ce média comme ils vont au cinéma et écoutent de la musique, c'est grâce à des jeux de cette trempe. Et des jeux de cet acabit, il y en a. Chacun trouvera facilement des exemples qui lui tiennent à cœur, mais aujourd'hui, c'est Chrono Trigger qui nous intéresse. Tout commence de la plus classique des façons. Chrono, un gamin, est réveillé chez lui dans son lit par sa maman. Ce réveil, comme dans tout bon RPG, est autant le symbole de l'éveil futur du personnage central à travers les rencontres et les aventures qui l'attendent, qu'un signe indiquant au joueur qu'il vient d'entrer dans un autre monde. Et ce monde est aujourd'hui en fait. Chrono se lève pour foncer profiter des attractions qui ont investi la place du village. Il fera très vite la connaissance de Marle, une jeune fille à rien mystérieuse et pleine de vie, avant d'être rejoint par Luca, son ami d'enfance et un garçon manqué qui, comme son père, adore inventer des choses. Sa dernière invention en date est d'ailleurs l'un des points d'orgue de la fête, une machine capable de faire disparaître un objet pour le faire réapparaître plus loin. Malheureusement pour Chrono et heureusement pour le joueur, ce téléporteur ne fonctionnera pas comme prévu et provoquera l'apparition d'une porte temporelle qui engloutit Marle. Chrono et Lucas se précipitent alors à sa suite pour atterrir 400 ans dans le passé, en l'an 600. Le jeu ne cessera ainsi de balader Chrono et sa team à travers 5 époques. Le futur, le présent, le passé, l'Antiquité et la préhistoire.
Une action dans une époque aura une répercussion dans les autres, ce qui permettra aux joueurs d'influer sur de nombreux événements à dimension historique ou simplement humaine. Une véritable empathie se crée ainsi pour de nombreux personnages, au destin parfois tragique, et les rebondissements scénaristiques sont aussi nombreux que spectaculaires. Le rythme du jeu est donc tendu, et le scénario défile à la vitesse d'une DeLorean, même si très vite l'occasion est donnée aux joueurs de réaliser des quêtes annexes au dénouement parfois surprenant. Soutenu par l'une des plus belles BO de l'histoire du jeu vidéo, signée Mitsuda Yasunori, aidé de Uematsu Nobuo, le scénario de Chrono Trigger, au ton doux amer, entraînera le joueur dans un stupéfiant grand 8 émotionnel. Sa narration syncopée, l'une des marques de fabrique de Horii Yuji, fait des merveilles, et des personnages tels que Robo ou Gren ne sont pas prêts d'être oubliés. A noter que cette version DS permet de profiter de magnifiques cinématiques en dessin animé. Ces dernières ont été réalisées pour la réédition du jeu sur PlayStation, sorti en 1999 au Japon, puis en 2001 aux US. Chrono Trigger DS propose un système de jeu des plus classiques. Le joueur dirige son équipe, pouvant comporter jusqu'à 3 personnages sur des cartes vues du dessus où les monstres sont absents. Ces cartes permettent de se rendre d'un endroit à un autre à pied, puis à l'aide de divers moyens de transport. Les combats se cantonnent quant à eux aux environnements typés donjons. Ils ne se déclenchent pas aléatoirement, comme dans de nombreux RPG old school. Et si le joueur est parfois surpris par l'apparition des monstres, ces derniers sont toujours visibles à l'écran. Les combats se déroulent dans la zone de jeu explorée. On ne passe donc pas en vue subjective comme dans un Dragon Quest par exemple. Le joueur a le choix entre 2 modes de combat, le mode actif et le semi-actif. Le premier est le mode de base qui impose un déroulement en temps réel des confrontations. Le second déclenche une pause lorsque le joueur tripatouille les menus pour sélectionner une attaque ou un objet. Une pause durant laquelle les monstres restent inactifs. L'une des particularités de Chrono Trigger est de proposer, outre les habituelles attaques physiques permises par l'arme sélectionnée, la réalisation de combos. Ce sont en fait des attaques magiques type foudre, glace ou feu qui consomment donc des points de magie, mais peuvent aussi prendre l'apparence d'attaques physiques surpuissantes. Ces combos se classent en 3 catégories, les solos, les duos et les trios. Ainsi, les personnages peuvent déclencher des attaques combinées dévastatrices, à 2 ou à 3 en fonction de leur compatibilité et de leur expérience de combat ensemble. À la fin de chaque combat, l'équipe gagne en effet des points d'expérience, mais également des PC, des points de compétence qui permettent à ses membres d'apprendre au bout d'un moment ces fameux combos. Ce système est tout simplement génial et s'avère d'une grande richesse, d'autant que certains items rares permettent d'activer des combos trio inaccessibles autrement. On ne l'a pas précisé jusque-là, mais les combats font bien sûr usage des fameuses jauges ATB, Active Time Battle, qui se vident et se remplissent pour chaque personnage lorsque le joueur déclenche une attaque. Le système de combat n'a donc rien de révolutionnaire, mais on s'en moque. Ce système a traversé les époques et survécu au mode inhérent au genre RPG pour ne pas prendre une ride. Enfin, ce système de combo à 2 ou à 3 est aussi rare que prodigieux, tant il parvient à provoquer chez le joueur une vraie satisfaction. Les Bahamut et compagnie n'ont qu'à bien se tenir. A noter qu'il contribue également à renforcer le lien entre les personnages et donc l'immersion du joueur. Côté interface, le joueur peut tout faire à l'aide de la croix directionnelle et des boutons, ou privilégier la nouvelle interface DS 100% stylet. Il est aussi possible de jouer à l'ancienne, avec les menus déroulants apparaissant sur l'écran de jeu au cours des combats, comme sur Super Famicom. Les joueurs qui ne badinent pas avec la nostalgie devraient donc être satisfaits. Chrono Trigger est l'un des RPG les plus marquants jamais créés. Sa narration, ses personnages, ses combos, la richesse de son univers, ses graphismes 2D d'une beauté à couper le souffle, sa musique à verser de chaudes larmes sur l'écran tactile de sa DS, tout est parfait. Les plus tatillons reprocheront une durée de vie relativement courte, une vingtaine d'heures pour terminer l'aventure principale, un peu plus du double pour réaliser l'ensemble des quêtes annexes. Et il est clair que si les quêtes annexes sont nombreuses, on reste très loin d'un Final Fantasy VII par exemple. Mais la présence d'un mode New Game Plus permettant une fois l'aventure terminée de recommencer le jeu avec les équipements, objets et niveaux d'expérience obtenus en fin de partie sont là pour rehausser la durée de vie. Sans parler des 13 fins différentes proposées et de l'ajout de nouveaux donjons spécifiques à cette version DS. Anecdotique, un mode arène a également été ajouté, ce dernier permettant d'élever et d'entraîner un monstre pour le confronter à d'autres créatures dans une arène ou en Wi-Fi. Mais la durée de vie réelle du jeu importe finalement assez peu. Chrono Trigger est d'une telle beauté, et là on ne peut qu'applaudir la décision de Square de ne pas remaker ce titre en 3D, qu'on passera des heures à traîner dans certains donjons comme on se baladerait dans une galerie d'art.
Parmi les reproches méta-tatillons, signalons la lenteur des menus déroulants lorsque l'on joue avec la croix et un contrôle parfois hésitant dans de rares situations où les personnages butent sur un pixel, comme on pourrait se coincer dans une porte. Ceci dit, Chrono Trigger est un jeu à côté duquel il serait dramatique de passer, que l'on apprécie ou non les RPG. Un RPG, c'est avant tout un monde, une histoire et un système de jeu. Et dans ces 3 domaines, Squaresoft est parvenu ici à atteindre le nirvana. Bon, bah maintenant on va parler de Pixa, donc c'est la 3e émission, 3e numéro. Il y en a déjà eu 2, un dans la soirée Angoulême sur Astérix, en arcade, et un il y a 2 semaines sur DuckTales. Et donc aujourd'hui c'est le 3e. Donc alors Pixa, le concept de l'émission, c'est de parler des univers graphiques comme les BD, comics, mangas, dessins animés, cartoons, tout ça, c'est d'adaptation en jeu vidéo. Donc c'est une autre approche qui n'est pas forcément une approche de jeu, mais une approche d'adaptation en tant que telle. Et donc, pour l'instant, on pourrait croire que c'est une émission portée sur le rétro, mais pas du tout. C'est une émission qui marche, on va dire, au coup de cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de notion temporelle. Et pas seulement, puisque on retrouve donc un ancien jeu, un ancien coup de cœur, en alternance avec une autre, qui est une nouveauté, en fait. C'est-à-dire qu'une fois par mois, il y aura donc un coup de cœur et une nouveauté. Et cette semaine, c'est le cas. Donc cette semaine c'est le cas avec Naruto sur Wii, qui est un jeu qui sort actuellement ce mois-ci. Donc en fait on va parler vraiment en termes d'adaptation, hein. On va parler de tout ce qui est gameplay. Donc voilà, on va regarder tout de suite le Pixa, le 3e numéro sur Naruto sur Wii. Et aussi, en face de Pixa, donc une semaine sur 2, il y a Vue Subjective Mini, qui est une émission donc, sur le cinéma asiatique. Donc, comme tout le coup, les cinémas asiatiques, oulala, donc ça peut être japonais, hongkongais, tout ça. Et par contre, c'est pas spécialement sur les animés, puisque c'est avec des vrais acteurs, en chair et en os. C'est ça, c'est Vue Subjective Mini. C'est pas Mini Vue Subjective. Non, parce que moi je croyais que c'était Mini Vue Subjective. Mini émission, mais ça va pas. Non, c'est Vue Subjective Mini. En 1999, lorsque le premier chapitre de Naruto a été publié dans le Weekly Shonen Jump, Kishimoto Masashi ne pouvait pas se douter que son œuvre rencontrerait un tel succès mondial. Bande dessinée, animée mais aussi jeux vidéo, aucun secteur n'échappe au phénomène Naruto. Tommy, géant du jouet mais également éditeur de jeux, a compris il y a longtemps que chaque produit dérivé issu de la série de Kishimoto ferait un carton. Depuis 2003, la série des Gekito Ninja Taisen a ainsi débuté sur GameCube et se poursuit aujourd'hui sur Wii. Pour nous, pauvres Européens qui avons un gros train de retard, le nouvel épisode se nomme Naruto Clash of Ninja Revolution 2 European Version. Il s'agit d'une sorte d'épisode sorti de nulle part, dont l'histoire prend place avant Shippuden. Ce qui ne manquera pas de faire râler les joueurs qui s'attendaient enfin à jouer avec leurs personnages fétiches dans leur version plus adulte. Mieux, cet épisode propose même un scénario complètement inédit qui n'existe ni dans le manga ni dans l'anime. Deux ninjas faisant partie de l'unité d'élite Hanbu, Towa et Komachi, rentrent à Konoha après avoir rempli leur mission. En arrivant, ils croisent 2 mystérieux individus qui tentent de s'enfuir. Évidemment, le combat est inévitable, mais à l'issue de celui-ci, les fuyards parviennent à disparaître sans livrer d'informations sur leurs intentions. Naruto, Gaara et Kakashi sont évidemment mis au courant de la situation. En arrivant dans le village, ils constatent que plusieurs de leurs amis sont comme possédés et qu'ils ont envie d'en découdre avec eux. Sur leur chemin, ils devront ainsi affronter Kiba, Choji, Gai, Hinata et bien d'autres ninjas pour les délivrer de l'emprise du mauvais sort. Une fois leur parcours du combattant terminé, ils se rendent compte que Sakura a été enlevée et qu'une personne dont ils ignorent l'identité semble vouloir anéantir Konoha. Chronologiquement, cette histoire se déroule après le départ de Sasuke. Cet épisode oui peut donc être considéré comme une sorte d'énorme épisode filler. Vous savez, ces épisodes dont la trame scénaristique diffère complètement de l'histoire originale. L'objectif est bien souvent de gagner du temps pour ne pas que l'anime rattrape le manga. Le scénario du jeu est d'ailleurs au niveau de ceux proposés dans les épisodes filler de l'anime, c'est-à-dire sans grand intérêt. Certes, les développeurs ont respecté à peu de choses près l'esprit de la série, mais la finalité de l'histoire, tout comme les nouveaux personnages, sont loin d'être convaincants. Les développeurs ont en effet choisi d'intégrer des personnages créés de toutes pièces dans leur histoire.
Outre Towa et Komachi, on retrouve donc Bando, un ninja qui se sert d'armes à feu, et Kagura, l'instigatrice de tout le désordre régnant à Konoha. Si l'histoire, le design et les techniques de cette dernière sont tout à fait crédibles, Bando, lui, n'a aucun charisme et ne présente au final que peu d'intérêt. L'utilisation d'armes à feu semble en plus être quelque peu hors sujet. Plus globalement, dans cet épisode, l'adaptation des personnages est assez particulière pour ne pas dire ratée. Rien que le visage de Naruto semble souvent avoir été modélisé à la va-vite. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir subi ce traitement de faveur. Plusieurs autres personnages comme Gaara ou Sakura sont loin de ressembler à leurs alter ego sur papier. Ce constat, on peut le faire lors des combats, mais surtout à la fin de ces derniers, lors des cutscenes statiques assez ridicules. Du côté de l'ambiance, les musiques originales sont absentes, tout comme les voix japonaises puisqu'on a le droit à la version américaine. What's wrong, Jiraiya? You're looking awfully glum. Indeed. I'm afraid I've heard some rather disturbing news. Les arènes de combat sont, elles, fidèles à l'univers de Naruto, que ce soit celles déjà connues ou celles inventées pour l'occasion. Mais cet épisode sur Wii n'a au final pas grand-chose d'une adaptation réussie, si ce n'est quelques nouveaux personnages sympathiques et une histoire par moments crédible. En termes de gameplay, on retrouve un système de combat qui accuse le poids des années puisqu'il date maintenant de 2003. Certes, quelques retouches ont été apportées, comme la possibilité de changer des personnages en plein combat et de lancer des attaques à deux, mais le tout est ultra classique. Reste que le jeu propose en tout et pour tout 35 personnages, ce qui est plus qu'honorable et que certains sont même rarement jouables dans la série, à l'image de Baki ou Kurenai. Le jeu conviendra donc certainement à ceux qui n'ont pas eu le loisir de s'essayer un autre épisode de la série, ainsi qu'aux collectionneurs les plus acharnés. Pour les autres, ce volet demeure un épisode de plus très dispensable. Eh bien, notre credo à No Life, c'est il n'y a pas que la vraie vie dans la vie. Et bien aujourd'hui, j'ai envie de dire, il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie, il y a les animés aussi. Et cette semaine, c'est vos deux serviteurs qui font la critique, mais j'ai pas trop envie de tirer la corde à moi. Et donc, je vais laisser Pierre-Alexandre continuer. Donc voilà, donc la première critique, ce sera Aishin Nijuichi. 21. Nijuichi. 21. Et ça vient de sortir en DVD, donc c'est un excellent animé dont le thème principal, c'est le football américain. Donc ça a beau être un sport pas très connu chez nous, l'animé le rend très accessible et c'est très intense, les matchs sont très intenses. Donc voilà, et la deuxième critique, c'est le Dr Lacave qui l'a faite. Le manga aussi est très bien. Le manga est très bien aussi. Moi, je vous le conseille, j'en suis au volume 21 d'ailleurs, justement, que je ne trouve nulle part. Et là, bref. Donc la seconde critique d'animé, c'est Futurama. Le film Bender's Game, enfin le film, c'est une OAV+. On adore Futurama. Quand on adore Futurama, on n'aime pas forcément ce film. Il y avait déjà 2 films avant qui étaient bien mieux. Le troisième est un peu... en fait, il est bancal parce qu'il va dans la parodie un peu gnangnan du Seigneur des Anneaux. Donc on a l'impression que ça caresse le geek dans le sens du poil, mais c'est pas forcément drôle. Bon, de toute façon, on regarde ça maintenant. On regarde ça maintenant. Fox aux États-Unis, la série Futurama a été vendue à Cartoon Network, puis à Comedy Central. Cette dernière a investi dans la production de nouveaux épisodes avec l'équipe créatrice originale, sous la forme de 4 films directement pour la vente en DVD. Bender's Game est le 3e film sur 4, et malgré le jeu de mots avec le roman de science-fiction La Stratégie Ender, Ender's Game en anglais, ici, il est juste question de jeu de rôle. Tout commence alors que les rejetons de l'équipe jouent autour d'une table à Donjons et Dragons. Bender, le robot porté sur la boisson, voudrait bien participer, mais étant un robot, il ne peut pas faire preuve de l'imagination requise. Normalement. Car ici, Bender commence à se prendre pour un chevalier et perdre son sens de la réalité. Le problème survient lorsqu'il rentre en contact avec le carburant mystérieux de tous les vaisseaux spatiaux, la matière noire. Il crée alors sans le vouloir un monde parallèle calqué sur son sens de l'héroïque fantasy où tous nos héros vont se métamorphoser en clichés du genre. Ils devront trouver le chemin du retour et surtout trouver le précieux capable de les ramener dans leur propre réalité. Bender's Game a donc pris le parti de la parodie du Seigneur des Anneaux, un thème cher aux geeks du monde entier. Les bonus sont sympathiques et nous plongent au cœur de la réalisation. On peut apprendre comment dessiner les personnages de Futurama en 86 leçons, assister aux séances de doublage ou encore aux réunions de production. Ce qui est dommage, c'est le format film adopté par ces nouveaux épisodes, car il n'est pas forcément le plus adapté à la série.
De plus, comparé aux 2 premières sorties, Bender's Game peine à trouver son rythme et on y ressent quelques longueurs. Malgré tout, c'est une joie de retrouver toute la bande du Planet Express qui manque encore cruellement de nouvelles aventures. Oh Lord, I'm half horse and half naked. Where the hell are we? Hell? Bender? I know not of this Bender. I am Titanius Anglesmith. Welcome to Cornwood. Wretched peasants, put aside your cares and feast on the succulent flesh of the roast munchkin! Ooh. Ugh. Care for a slice of scroto? That's his name, right? 'Tis also that, sir. We are honored this eve by a visit from my friends of old, Frido and Legola. So let the dwarves do their gay dance, and let the gnomes play their sissy piccolos! Dance! Dance, you little freaks! Faster! Faster! My ankle. To the kitchen with them! Wait. I do impressions. Behold, the swamp hag. Get out of my swamp, you kids. Don't let him get too crispy. Voilà, 100%, c'est terminé. Vous venez de voir en fait un 100% présenté. Donc vendredi, c'est n'importe qui. Et là, c'était la rédaction jeux vidéo. Donc une grosse partie de la rédaction. Donc, vous voyez, c'est quand même petit. Il y a d'autres gens qui participent de temps en temps en écrivant des critiques, en faisant des reportages, etc. Comme Anne, comme Julien, comme Parotaku. Donc il y a quelques personnes qui participent aussi. Mais là, c'est vraiment nous qui faisons l'essentiel du jeu vidéo sur la chaîne. Et on en profite pour faire un peu de teasing pour la semaine prochaine. Avec pas mal de critiques. Celle de Halo Wars sur Xbox 360. Celle de Bomberman 2 sur DS. Celle d'Ultimate Band sur Wii. Et on aura également un reportage. R-Type Dimension également dans la rubrique téléchargeable. Donc qui est vraiment un jeu très sympa où on peut switcher 2D, 3D comme ça en temps réel, c'est top. Et on a également un reportage consacré à Big Bang Mini. On a été chez Arcado avec Jonathan pour aller justement tourner en fait un petit reportage sur ce jeu qui a une sorte de shoot 'em up DS qui invente un nouveau principe qui est très sympa. Et l'équipe rencontrée était vraiment adorable. Donc on vous souhaite beaucoup de plaisir la semaine prochaine et passez un excellent week-end. Ciao. January